Merci d'être avec nous. Nous sommes avec le général Michel Yakovlev. Merci général, avec le colonel Michel Goya. Merci mon colonel. Les négociations qui sont en cours ce soir en Arabie Saoudite entre les Ukrainiens, les Russes, sous la houlette des Américains, ou plutôt Américains, avec chacune des deux délégations. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'il y a selon vous des images qu'on voit, encore quelque chose à attendre, ou en réalité est-ce que la messe est dite? La messe n'est pas dite parce que les Ukrainiens ont encore les moyens de se braquer. Mais la messe est dite au sens où les Américains travaillent pour les Russes. On se retrouve dans la situation de Munich où Daladier et Chamberlain ont travaillé pour Hitler. C'est quand même terrible. Donc la messe n'est pas dite parce qu'il y a une limite à ce que Zelensky peut accepter, même si ça lui est imposé par Trump. Michel. La messe commence pour moi en fait. Là, on est sur des premiers pas quelque chose, un processus qui va certainement durer très longtemps. Le président des États-Unis est très pressé, c'est son point faible, mais il oublie que lorsque Eisenhower, par exemple, est arrivé au pouvoir, il a promis d'arrêter la guerre en Corée et il y a mis 2 ans. Lorsque Nixon est arrivé au pouvoir, il a promis le désengagement américain du Vietnam, il a mis 3 ans, parce qu'il se trouve face à chaque fois des régimes qui sont autoritaires, qui se foutent de l'opinion publique, qui ont le temps, et dans des situations militaires où il y avait un relatif équilibre. Donc là aussi, paradoxalement, même si les opérations ne servent pas à grand-chose, en tout cas, il y a le moyen de durer. Donc on est, je pense, sur un processus qui va durer très longtemps, qui va certainement choper très vite sur la question des territoires, sur la question des kilomètres carrés à lâcher pour les Ukrainiens ou pas, et qu'il est fort possible aussi que, d'ailleurs, les Ukrainiens refusent absolument, quitte à se passer de l'aide américaine, refusent absolument une telle reddition. Comment est-ce que vous appelez ce qui se passe entre les Russes et les Américains? On ne sait même pas comment nommer ce qui se passe, parce que c'est plus que de la détente. Ils sont en train de s'entendre, on dit pactiser, certains disent même de s'allier. Est-ce que c'est possible? Vous avez raison, c'est innommable. C'est la première fois qu'on voit ça, en tout cas des Américains. On est dans l'innommable et il n'y a pas de nom pour ça. Ils n'étaient pas du tout obligés de tout donner à Poutine. Donc j'ai pas de nom pour ça. Pactiser, oui, c'est peut-être le bon terme, un pacte, qui ressemble effectivement, alors là on revient toujours à la comparaison avec les années 30, mais le pacte germano-soviétique en 1939, il surprend tout le monde. On est face à des ennemis qui sont apparemment irréductibles, et puis d'un seul coup, un changement d'alliance qui prend tout le monde un peu à contre-pied, et uniquement pour des questions d'intérêt mutuel. Et on est quand même quelque chose comme ça. On est dans une version du multivers où les États-Unis sont passés à l'Est. Enfin, en tout cas, l'administration américaine est passée complètement à l'Est. Et oui, ça surprend tout le monde. Est-ce qu'ils ont des intérêts communs? Plus tard dans l'émission, on entendra des points de vue adverses opposés. Par exemple, Samantha de Bendern et Louis Sarkozy qui ne sont pas d'accord sur le sujet. Oui ou non? Est-ce qu'il y a des intérêts objectifs? C'est-à-dire quand l'émissaire de Trump parle d'intérêts objectifs sur l'Arctique, sur le gaz. Ils disent on va ensemble exporter du gaz vers l'Europe. C'est pas très bien ce que ça veut dire, mais ensemble. Sur la technologie, sur l'intelligence artificielle, ils rêvent visiblement que les jeunes cerveaux russes, qui peuvent être d'ailleurs des hackers assez efficaces, on l'a vu encore ces dernières années, travaillent avec les cerveaux informatiques américains. Est-ce que tout ça, ça a un sens? Ils ont des intérêts objectifs, oui. Mais rien dans ces intérêts objectifs ne supposait ou n'exigeait qu'ils abandonnent leurs autres intérêts objectifs. En d'autres termes, quand les gars disent « Ah non, mais vous ne comprenez pas, nous on a des intérêts objectifs ». Nous aussi, l'Europe, c'est un intérêt objectif. Et d'une autre ampleur pour les États-Unis que l'Arctique. Alors les Américains et les Russes, ça fait longtemps qu'ils discutent pour l'Arctique. Maintenant, le gaz, les Américains et les Russes sont concurrents, en réalité. Donc, ils ont des intérêts objectifs pour les prix, pour tenir les prix. Mais sinon, ils sont concurrents. Et d'ailleurs, les Américains se sont fait beaucoup de très belles affaires sur l'Europe grâce à cette guerre d'Ukraine, en remplaçant les Russes. Chez les Russes, il y a une espèce, vous disiez, de divine surprise. Écoutez ce qui se dit à la télévision russe, où on comprend qu'effectivement, non seulement ils disent, eux aussi ont de la peine à nommer ce qui est en train de se passer, tellement ils sont satisfaits, et ils disent même que ça pourrait aller jusqu'à une alliance contre l'Europe. Le discours personnel de Trump et ses appréciations ainsi que la déclaration de Witkoff, il n'y a pas si longtemps, il était impossible d'imaginer ce genre de choses.
Il n'y a pas d'insultes personnelles, pas de phrases qui ne pourraient que susciter l'indignation en réponse, pas un mot sur l'agression injustifiée de la Russie, pas un mot sur le fait de ne pas serrer la main de Poutine sur la nécessité d'obtenir la défaite stratégique de la Russie. Rien de tout cela dans le style de Macron, Scholz, Baerbock ou Kaja Kallas. Rien de tout cela. Maintenant, les positions de la Russie et de l'Amérique sont telles que je n'exclus pas qu'à un moment donné, notre alliance puisse conduire à des actions communes contre l'Europe. Voilà. Et au passage, on a une sorte de palmarès de la détestation chez les Russes, hein, c'est-à-dire vous avez effectivement Emmanuel Macron, j'ai plus l'ordre, Madame Baerbock, Affaires étrangères allemandes, Kaja Kallas, estonienne, alors c'est pour elle évidemment, voilà. Il y a comme ça une sorte de petite liste. Hein. Mais enfin, la France en tête quand même. Oui, bah, tant mieux. Voilà, on est devenu l'ennemi numéro 1. L'ancien ennemi numéro 1 a disparu. Encore une fois, hein, je fais cette comparaison du pacte germano-soviétique. D'un seul coup, on fait disparaître un ennemi qui devient un ami. Et donc, à Moscou, on envoie des messages à ce moment-là dans tous les partis communistes du monde. Attention, à la place de fascistes, lire avec la rubrique ennemi, lire démocratie du jour au lendemain. C'est un peu la même chose. L'ennemi qui était les États-Unis, l'ennemi numéro 1, et les pays européens, des vassaux qui comptaient assez peu, d'un seul coup, on change et on tire à boulet rouge maintenant sur les pays européens. Il y a quelque chose de vertigineux, hein, le renversement d'alliances. Dans l'histoire, il y a eu des renversements d'alliances célèbres. Hein. Au XVIIe siècle, quand Richelieu s'est allié aux puissances protestantes contre les catholiques, c'était une lutte à mort pour beaucoup de gens qui trouvaient que c'était une trahison inacceptable. Les grands renversements d'alliances, c'est quelque chose d'une violence inouïe. Oui, et puis il y a les miracles. Le miracle de la maison de Brandebourg, par exemple, quand la tsarine, l'impératrice Catherine décède et que son fils, Pierre, est séduit par la Prusse. Et donc, il sauve la Prusse. Là, les Russes, ils ont été sauvés par le miracle Trump. Parce que ça ne se passait pas si bien que ça pour eux il y a 2 mois. Hein. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer, c'est ce que les Russes évidemment espèrent, que ce soit même une forme d'hostilité envers l'Europe? En réalité, qu'il y ait une irritation de cette administration contre l'Europe. Il y en a des signes, mais on se dit que c'est des signes pour l'instant transitoires. Est-ce que plus profondément, ils peuvent être anti-européens? Alors effectivement, il y a un certain nombre de signes. Enfin, tous les signes d'agressivité, ils ont été envers les alliés, pas seulement européens d'ailleurs. Hein. Trump s'en est pris à tous les alliés, y compris la Corée du Sud, le Japon, les Australiens, Taïwan. Enfin bon, tout le monde. Pas tous. Il y a ceux qui ménagent. Les Israéliens sont Israël très ménagés. Sauf Israël. Les pays arabes aussi. Les monarchies du Golfe très ménagées. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Effectivement, le Golfe, c'est un sujet visiblement un peu à part. Mais oui, il y a peut-être une forme de convergence idéologique. Effectivement, entre le trumpisme et le poutinisme, d'une certaine façon. Il y a des façons de faire, des visions un peu communes, et qui, dans tous les cas de figure, ne peuvent se faire que sur le dos des Européens. Et au passage, pour venir à votre question précédente, en réalité, les États-Unis auraient bien plus à gagner d'une coopération, d'un partenariat, ou de la poursuite d'un partenariat avec les pays européens qu'avec la Russie, en réalité. On parlait de la France comme ennemi numéro 1. Vous disiez tant mieux d'abord. Pourquoi tant mieux? La France retrouve un rang. Le panache à la française, voilà. Oui, non, mais il y a une fierté de ça. Fierté, oui, faut pas qu'on en fasse un argument de politique, si vous voulez. C'est voilà. Et surtout, il ne faut pas que ça nous gonfle et vis-à-vis de nos vrais amis et alliés en Europe. Donc voilà, faut qu'on se la joue modeste. Mais le fait est que... Vous le regardez d'un air bizarre quand il dit qu'il faut qu'on se la joue modeste. Non, mais il le pense peut-être vraiment. Ça peut arriver à la hauteur de nos moyens. Quoi. Oui. Mais on est plus fort ensemble avec les Européens que Poutine et puis sa bande et Trump le comprennent. C'est ça qui leur fera une surprise un jour. Jusqu'où peut aller cette tension entre la France et la Russie? Alors pour l'instant c'est verbal, mais enfin il y a quand même des coups d'épingle. C'est ces incidents en répétition, notamment contre, une fois encore, l'Atlantique 2. L'Atlantique 2, c'était une mission de surveillance des infrastructures sous-marines critiques dans les eaux internationales de la Baltique. Un Atlantique 2 a été la cible d'une manœuvre d'intimidation par une unité maritime russe qui l'a illuminé avec son radar. Ça, c'est le terme technique. Expliquez bien ce que veut dire illuminer.
Tu veux expliquer? Illuminer, ça veut dire qu'on est prêt à tirer en réalité. C'est l'étape juste avant un tir de missile. Et quand on est illuminé, qu'on le sait, c'est-à-dire, il faut se préparer à subir un coup. Bon, alors c'est souvent une forme d'avertissement ou une manière de montrer que qu'on n'est pas content. C'est pas sympathique. Non, c'est pas sympathique. On donne toujours l'exemple, c'est comme le viseur avec le point rouge sur la tête, c'est quand même pas sympathique. Les Israéliens nous le font périodiquement, quand on s'approche un peu trop du Liban. Les Turcs nous l'ont fait à plusieurs reprises quand on était dans la patrouille embargo libyen. Voilà quoi. C'est pas des bonnes manières, mais c'est pas la première. Non, mais il y a des choses plus dangereuses, notamment en Afrique, où visiblement là il y a eu une politique anti-française assumée visant à nous chasser de toutes ces régions. Quoi. Est-ce que ça peut être ça à l'avenir, c'est-à-dire comme de même qu'il y a des conflits par proxy, c'est-à-dire que notamment en Afrique, il y a des affrontements toujours plus durs, des pièges, des actions de guérilla, etc. On sait qu'ils sont très actifs en Russie contre les Français. On ne peut pas l'exclure, mais on est toujours dans des actions qui sont sous le seuil de la guerre ouverte. C'est des actions d'influence, de pression, de toutes les manières, qui peuvent prendre une forme violente. Il peut y avoir des sabotages, c'est déjà le cas dans un certain nombre de pays d'Europe de l'Est en particulier. Il peut y avoir des sabotages, des actes véritablement hostiles, mais il peut y avoir surtout de la manipulation, de l'information, etc. Mais c'est un des 3 axes. Vous avez 3 menaces russes. Vous avez ça sous le seuil de la guerre. Vous avez à l'autre bout du spectre le nucléaire en fond de tableau qu'il ne faut jamais oublier et qui nous menace tous les jours. Et entre les deux, plus tard, certainement, la capacité d'action militaire en périphérie de l'Europe. C'est ça, les 3 menaces auxquelles nous devons faire, nous Européens, et nous Français en particulier. La crainte en particulier des pays plus proches. Alors, la France, il y a l'extension, ce qu'on appelle la profondeur stratégique. Les Lituaniens, non. Ils sont vraiment sous les fenêtres de la Russie. Regardez de quelle façon à la frontière lituanienne, mais aussi à la frontière polonaise. Il y a des mines qui sont maintenant disposées. En fait, ce sont des frontières vraiment qui se barricadent à un point inédit depuis la fin de la guerre froide, depuis les années 89-91. Est-ce que ça sert? On dit souvent, les lignes Maginot, ça n'a jamais servi à rien. D'abord, c'est une erreur. La ligne Maginot a servi. Effectivement, les Allemands ont été obligés de la contourner. Bon, ils l'ont fait brillamment, certes, mais elle n'a jamais été percée. Non, ça sert, bien sûr. C'est les lignes fortifiées, les positions, les retranchements. C'est un des enseignements, d'ailleurs, de la guerre en Ukraine. Mais chaque fois que les combats s'arrêtent, on s'enterre. Dès qu'on s'enterre, les combats s'arrêtent encore plus, ça se ralentisse. C'est ingrat, c'est sale, etc. Mais ça marche, c'est très efficace. Et surtout, quand on n'a pas de profondeur stratégique comme les pays baltes, il n'y a pas d'autre solution en réalité que d'essayer d'établir un mur, au moins peut-être pour essayer de dissuader la Russie d'attaquer, et à défaut de les freiner suffisamment pour que les renforts aient eu le temps de venir. Et donc oui, ils sont en train de se fortifier, et ils ont raison. La nouveauté, c'est qu'ils sont en train de notamment essayer de sortir des accords d'Ottawa, du traité d'Ottawa, et de réimplanter des mines antipersonnelles dans toutes ces régions. Mais ils ont raison. Le fait qu'ils fassent cette ligne, en réalité, ça montre quand même qu'ils imaginent une invasion classique, tout à fait classique, avec les chars qui entrent. Oui, parce que ça a toujours été envisagé, la possibilité de ce qu'on appelle pudiquement la prise de gage. Et l'exercice Zapad, l'exercice de 2009... de mémoire, dans cet exercice Zapad, en 2009, le groupe Ouest, groupement de forces Ouest russe, celui qui est allé mourir au premier tour en Ukraine, le prétexte était la population russophone du Latgale, c'est-à-dire environ 30% de la population lettonne, qui est frontalière et qui est plutôt russophone. Et donc, la Russie se précipitait au secours de ses enfants persécutés. Et ça se terminait avec une frappe nucléaire dite de désescalade. Donc, ils n'ont pas tiré les missiles, mais ils ont mis en batterie en présence de Poutine et d'un aréopage de tous des généraux, des ambassadeurs, etc. Donc, c'était à l'époque, à l'OTAN, on avait protesté contre cet exercice. Et l'ambassadeur russe, la Rogozine, il avait pris une attitude très... je ne vois pas le problème. Je veux dire, tout le monde s'entraîne, tout le monde... Je vois pas ce qui vous énerve. Voilà. Qu'est-ce qui est possible maintenant? Un point de comparaison, c'est les Polonais qui l'ont révélé. C'est ce qui était le grand exercice d'invasion de l'Ouest
avec une dimension nucléaire, de bombes nucléaires, en 1976. C'est le ministre polonais Radosław Sikorski, une figure très très anti-soviétique naguère et anti-russe aujourd'hui, qui avait révélé ses plans militaires dirigés à l'époque, c'était le pacte de Varsovie, contre l'OTAN. Voilà, ça c'est la carte où il y avait cette offensive, en particulier à travers l'Allemagne. Hein, c'était le ventre, le champ de bataille de l'Europe, avec des chars classiques, etc. Mais avec une action ensuite nucléaire et des frappes nucléaires, notamment en Pologne. Il y aurait eu 2 millions de morts selon cet exercice, tel que les soviétiques l'imaginaient. 2 millions de morts en Pologne dans les premiers jours. En revanche, et c'est intéressant, la France et le Royaume-Uni n'auraient pas été bombardés de crainte, évidemment, de représailles sur des villes russes. Oui, c'est-à-dire que ces plans, alors il y en a eu plusieurs, hein, mais c'est d'ailleurs, merci de nous rappeler notre jeunesse, parce que on travaillait quand même, on s'entraînait tous les jours à contrer ce type de plan. D'abord, il y avait toujours un prétexte. Un prétexte, c'était soit une attaque de l'OTAN, soit une menace imminente de l'OTAN qui a imposé une attaque préventive. Toujours. Et elle est toujours dans cette optique paranoïaque. Ensuite, encore dans les années 70, on est dans l'idée... Enfin, la question qui se pose, c'est est-ce que, côté soviétique, est-ce qu'on utilise l'arme nucléaire ou pas ? D'abord. Donc comme une grosse artillerie, comme une grosse préparation d'artillerie. Donc on arrose toutes les positions de l'OTAN, ou les positions stratégiques de l'OTAN, et notamment les armes nucléaires de l'OTAN d'abord, et puis ensuite on fonce avec nos colonnes blindées. À partir de la fin des années 70, ils se disent, bon, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Et donc on va commencer par du conventionnel, et ensuite, éventuellement, si les Américains commencent les premiers à utiliser les armes nucléaires, on ripostera, et on passera à une escalade. Mais là, quel était le calcul ? Parce que c'est intéressant de voir comment ils réfléchissaient à l'époque et comment potentiellement ils réfléchissent aujourd'hui. C'était de se dire, on va voir s'ils réagissent, à quel seuil ils réagissent. L'idée, c'était notamment de s'emparer de la République fédérale allemande, au moins, le plus vite possible, en restant dans l'enveloppe d'incertitude avant que les pays de l'OTAN, enfin les États-Unis, décident d'employer l'arme nucléaire. Et donc, on se dit, pendant quelques jours, il y a une période de latence où il faut aller très vite, il faut foncer jusqu'au Rhin. Et donc, les Soviétiques réfléchissaient beaucoup. Attention, il y avait toute une réflexion tactique, opérationnelle qui était très poussée, très intéressante. Et avec cette idée, voilà, on fonce jusqu'au Rhin, et après, prise de gage, on s'arrête, et puis on laisse le monde... Est-ce qu'ils peuvent de la même façon... fait accompli avant l'utilisation de l'arme nucléaire. Est-ce qu'ils peuvent tabler, ce que vous venez de dire, l'enveloppe d'incertitude? Est-ce qu'aujourd'hui, alors on a compris que pour les pays baltes, oui, visiblement il y a une enveloppe d'incertitude à leurs yeux. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir une enveloppe d'incertitude au-delà des pays baltes? Est-ce qu'ils peuvent se dire, au fond, si on s'attaquait à, je sais pas, la Roumanie, il y aurait un potentiel d'hésitation de la part des Occidentaux? Oui, alors, quand même, d'abord, leurs moyens étaient très supérieurs à ce qu'ils ont maintenant. La qualité, en particulier de leur encadrement, était très supérieure à ce qu'ils ont maintenant, parce que le système soviétique, il avait des tas de défauts, mais il avait une qualité, il était méritocratique. Ce qui n'est pas le cas d'un régime aussi corrompu que le régime Poutine. Donc, il y a quand même... il y avait quand même d'autres... c'était une autre armée, voilà, avec beaucoup plus de soldats, etc. Mais ce que les Russes oublient, c'est que nous aussi, nous pourrions faire de la contre-surprise. Je veux dire par là, la prise de gage en Lettonie, il se trouve que nous, juste à côté, il y a Kaliningrad. Kaliningrad, c'est un territoire russe depuis 1945, par traité. Je veux dire, il faudrait qu'on introduise dans leur cerveau l'incertitude sur Kaliningrad. Il n'y a pas de raison qu'on se prive de cette menace. Kaliningrad ne peut pas résister à une attaque un peu sérieuse des Polonais et des Allemands. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Parce qu'on rappelle ce qui se passait il y a 50 ans, c'est pas simplement le plaisir historique. On se demande évidemment qu'est-ce qui a pu changer dans leur tête, puisqu'ils avaient l'idée folle qu'ils pouvaient prendre l'Europe de l'Ouest. Alors que l'Europe de l'Ouest était développée déjà, prospère, très engagée. Ils imaginaient vraiment que la société allemande allait se soumettre en réalité à l'ordre soviétique. Il faut quand même une dose d'hubris, d'excès assez fou. Est-ce que cet excès-là existe encore à Moscou aujourd'hui? Ils n'étaient pas dans l'hubris parce qu'ils n'ont pas franchi le pas, justement. Ils ont fait des planifications très élaborées, ils ont fait des calculs comparatifs de pertes, etc. L'armée allemande de l'époque était une très grosse armée qui avait 1500 chars en ligne. Il y a des gros moyens quand même. Il y a beaucoup de monde en face. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il y a aujourd'hui beaucoup moins de monde. Oui, mais eux aussi ont beaucoup moins de monde. Ouais. C'est rassurant ou pas?
Oui, c'est rassurant. Il y a moins de monde dans les deux camps. Oui, il y a moins de monde dans les deux camps, mais les grandes flèches rouges, là, une sorte d'inondation de soldats soviétiques à travers 2000 km de front, non, ça, c'est pas possible. Donc, ça sera des percées beaucoup plus réduites où on va se chercher les uns les autres. Là, nous avons un avantage en moyens aériens qu'ils n'ont pas. On s'est rendu compte d'ailleurs, après, quand on a vu les plans des soviétiques à l'époque, on s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout dit qu'on perde la guerre conventionnelle. Pas du tout. L'OTAN avait des gros moyens, en réalité, y compris par rapport aux soviétiques. Donc on est maintenant dans un contexte où une grande offensive comme celle-là, elle n'est pas crédible. La prise de gage, oui, elle l'est. Qu'est-ce qui se passe à Washington? Parce que la clé de tout ce qu'on est en train de vivre se passe en grande partie à Washington. Dans quelques minutes, on va débattre avec notamment Samantha Bendern, Véronica Dorman, le colonel Père de Jong, avec Louis Sarkozy, sur ce que représente aujourd'hui cette puissance américaine. Il y a un énorme scandale qui a lieu. Ce soir, on commence à recevoir les premiers éléments, une boucle signale, une boucle de discussion dans laquelle se retrouvait notamment le secrétaire à la Défense Exet, qui a été ouverte par erreur à un journaliste où le détail du plan d'attaque des Houthis, rebelles au Yémen, était en quelque sorte détaillé et dévoilé. On peut peut-être voir ce qui était contenu dans ces conversations. Comment imaginer ça? C'est comme si aujourd'hui il y avait une boucle WhatsApp avec Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron, où tel journaliste était mis dans la boucle et était mis au courant. Le Monde a appris peu avant 14h, heure de l'Est, le 15 mars, que les États-Unis bombardaient des cibles Houthis à travers le Yémen. C'est un problème de sécurité majeur. Oui, mais c'est une bande de nuls, incompétents et arrogants que Trump a mis aux affaires. Donc ces gars-là n'ont aucune notion de ce qu'on appelle l'OPSEC, la sécurité opérationnelle. Ils tiennent aucun compte de ce qu'on leur dit. Tous les gars qui leur disent « vous pouvez pas faire ça » se font virer dans la minute. Voilà. Quand vous avez ce degré-là d'incompétence, voilà, tout est possible. Le Premier ministre, enfin le premier secrétaire de la Défense de Trump, mandat 1, c'était général Mattis. Je veux dire, c'était quelqu'un de sérieux, quelqu'un de solide. Maintenant, Pete Hegseth, non, c'est un abatteur. Donc on a remplacé les adultes dans la pièce par des amateurs qui ont principale qualité d'être complètement inféodés, d'être loyaux au prince. Et vous ajoutez là-dessus un Elon Musk qui est en train de flinguer les services publics, y compris les services de renseignement, les services de sécurité, les purges au Pentagone, et vous aboutissez à un système qui va faire des conneries. Non mais une bourde pareille, parce que ça c'est une connerie, pour reprendre votre mot, c'est une connerie, une grosse connerie, quand même, faut y aller. Faut y aller. Mais il y en aura d'autres. Faut y aller. Mais même les romans américains, ils n'avaient pas pensé à ça. Vous voyez, ça, là, on est dans la bande dessinée. Là, c'est les pieds nickelés. Voilà. Cela étant, il y a cet enthousiasme. On va parler dans quelques instants de la manière dont ils sont en train de partir pour le Groenland, avec y compris la femme du vice-président Vance. Il y a une espèce d'enthousiasme conquérant dans son équipe. Est-ce qu'ils sont, une vision quasi missionnaire du monde? Ça, c'est pas de la mission, c'est de la prédation. C'est des voleurs, des bandits. Je vais citer le Spunz. Ce sont des fantasmagories de Jobastre. Tout ça. J'ai pas compris ce que vous dites. Des fantasmagories de Jobastre. De Jobastre, d'accord, oui, voilà. Mais on est sur... oui, je pense qu'on a maintenant une équipe, j'en suis à peu près persuadé maintenant, de bras cassés, de pieds nickelés, à la tête des États-Unis. Et ça, c'est extraordinairement dangereux. C'est nous qui les envahirons d'ici 2 ans s'ils continuent comme ça. Vous êtes bien sûr... on leur en veut pas à ce point-là. Est-ce qu'il y a une inquiétude chez vous? Moi, je suis frappé de voir... on entre dans l'inconnu, c'est-à-dire, en réalité, chaque soir, il y a une surprise, et on voit à quel point, en réalité, ils sont... Alors, on jugera soit qu'ils sont visionnaires, soit qu'ils sont fous dangereux, mais en tout cas, ils ne sont pas du tout pour rester dans des limites. Ils sont tout à fait sans limite. Moi, je suis très inquiet parce qu'à partir de novembre, l'élection de Trump, je me suis dit, ça va mal tourner. Et aujourd'hui, chaque jour est pire que mes cauchemars du mois de novembre. Donc effectivement, oui, je suis inquiet, oui. Pas mieux. Ça peut aller jusqu'où? Mais on ne sait pas, justement. C'est ça qui est... moi, ce qui m'inquiète, c'est... Je pense qu'il y aura une réaction aux États-Unis même.
C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se disent mais attendez, qu'est-ce que c'est là ? On n'a pas élu, même du côté républicain, on n'a pas élu ces gens-là pour ça, quoi. On est en train de tourner le dos à des dizaines d'années de pratiques politiques, on commence à faire n'importe quoi, on tape sur les alliés, on se tire des balles dans le pied sur nos propres services, nos propres instruments d'influence, on pactise avec Moscou quand même, pour quand même beaucoup d'Américains, c'est pas rien, quoi. Donc je pense qu'il y aura une réaction en réalité aux États-Unis d'abord, en plus de la réaction des alliés.